Bonjour à tous, bonjour à toutes. On va patienter jusqu'à 10h, 10h01, en attendant que les participants arrivent. Et nous démarrerons donc du coup d'ici 2-3 minutes. À tout de suite. Il est bientôt 10h01. Je vous propose que nous démarrions pour ne pas perdre de temps pour ceux qui sont déjà là. Merci beaucoup de votre présence ce matin. Ce qu'on vous propose sur ce webinaire, c'est donc la solution VMware Cloud on AWS, ajuster la capacité de la demande avec cette solution. Donc, on va échanger effectivement sur différents cas d'usage, retour d'expérience client par rapport à cette solution d'hybridation et pour vous aider à aller éventuellement vers les clouds publics. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Guillaume Dubois. Je suis donc responsable en fait du marketing, de l'innovation et en charge des partenariats pour le groupe Exanet. Alors, le partenariat VMware groupe Exanet date de 2008. Donc, effectivement, c'est un partenariat très, très fort. Avant cela, je vais vous présenter très, très rapidement qui nous sommes. Donc, Groupe Exanet, effectivement, est une société d'entreprise de services numériques qui est intégrée, en fait, au groupe Isagri. Le groupe Isagri, c'est une société franco-française, 100% capital familial, la famille Saval, qui existe depuis 40 ans et qui est le 9e éditeur de logiciels, tout chiffre d'affaires, tout secteur confondu, en France. C'est une société du coup qui a aujourd'hui un peu plus de 2200 salariés, à peu près 250 millions d'euros de chiffre d'affaires et une présence à l'international. Nos métiers dans le groupe Exanet, nous réalisons effectivement le cloud broker, le cloud provider, le prestataire de confiance de l'ensemble de nos filiales dans le groupe, sachant que nous avons 4 verticalités métiers aujourd'hui. La première verticalité métier est liée au métier originel d'Isagri, donc tout ce qui va être des solutions d'ERP pour le monde agricole et viticole, ainsi que l'agroalimentaire. Le deuxième verticalité métier aujourd'hui, c'est une verticalité métier qui est autour des solutions d'ERP pour les cabinets comptables à travers des solutions qui s'appellent Agiris et UIC. Pour la petite histoire, on a eu la chance du coup l'année dernière de passer en deuxième position derrière Sage, enfin devant Sage, pardon, et derrière Cegid sur ce marché. Et enfin, on a un marché vertical également sur les métiers de la logistique, de la distribution et du transport. On s'adresse essentiellement à des marchés de location de parcs de véhicules et également du coup, des transporteurs et de la logistique à travers des marques comme Akanea et Irium Software. Enfin, on a une dernière brique qui est très importante pour nous puisqu'elle fait partie de l'ADN du groupe Isagri. Nous avons 2 startups, une quarantaine de collaborateurs, une qui s'appelle Promise, une qui s'appelle BS Digital, et qui sont liées en fait à tous les enjeux d'objets connectés et d'intelligence artificielle autour de nos différents métiers. Et effectivement, le cœur du réacteur pour la partie IT, c'est le groupe Exanet.
avec une particularité du coup, c'est que notre groupe nous demande d'intervenir du coup essentiellement sur des clients externes aux clients du groupe, c'est-à-dire que le groupe ne fait pas vivre, le groupe Isagri ne fait pas vivre Exanet. On doit avoir nos clients en direct et amener effectivement du coup, on va dire, le retour d'expérience que nous avons sur l'ensemble des déploiements que nous réalisons chez nos clients directs vers nos filiales pour les faire progresser dans la modernisation de leur transformation digitale. Alors, Exanet, si je viens effectivement à parler réellement de nous, on réalise cette année 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. On vient de redémarrer l'année au 1er juillet. Nous avons 160 collaborateurs qui sont répartis sur tout le territoire national. Et une petite particularité chez nous, c'est que nous avons aujourd'hui 8 data centers, dont 2 en propre qui nous appartiennent, qu'on a construits. Et donc, effectivement, l'ensemble de nos data centers sont non seulement certifiés ISO 27001 sur les 6 pans de cette norme ISO, mais également sur la partie hébergement de données de santé. L'autre particularité aussi, c'est que nous faisons partie des 15 sociétés françaises qui ont été agréées par VMware pour être Cloud Verified. Le Cloud Verified, c'est une notion en fait de VMware qui va venir en fait auditer nos infrastructures dans les data centers que nous avons chaque année et valider effectivement que les versions que nous utilisons sont à jour par rapport à l'état de l'art que demande VMware, et également du coup que nous utilisons une certaine gamme de produits, et nous allons le voir dans cette présentation, de stockage, de compute, de réseau, de supervision, de monitoring, qui permet de faire l'hybridation vers les autres VMware Cloud Verified, dont les hyperscalers font partie, donc, dont AWS, Azure, Alibaba, Google, et bien d'autres dans le monde, OVH ou d'autres. Alors la petite particularité du coup, c'est que nous avons aujourd'hui une ventilation de notre chiffre d'affaires sur 3 métiers, et qui est quasiment du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. 33% aujourd'hui de notre chiffre d'affaires est réalisé dans le métier d'opérateur télécom. Donc on va créer du lien, on va avoir 54 portes de collecte pour couvrir le territoire national et pour pouvoir mailler nos clients en direct et les opérer en direct. Donc, on ne fait qu'utiliser la fibre qui est effectivement dans le sol. Et pour tout le reste, c'est Groupe Exanet qui opère et donc qui fait le support de ces liens. Le deuxième métier important de Groupe Exanet, c'est le métier effectivement d'hébergeur, sur lequel effectivement on a également 33% à peu près de notre chiffre d'affaires. Et là, c'est un métier d'hébergement positionné sur les 8 data centers que je vous ai présentés tout à l'heure, avec différents types d'hébergement. Nous avons des solutions donc de cloud dédiées, nous avons des solutions de cloud mutualisées, et nous avons aussi également des solutions de housing où les clients viennent mettre en fait leurs architectures dans nos data centers. Et enfin, le dernier, qui est effectivement le métier du dernier kilomètre, qui est le métier d'intégrateur, puisque du coup, beaucoup de nos clients aujourd'hui réfléchissent effectivement à étudier les solutions de type cloud, donc à externaliser finalement leurs infrastructures, soit chez nous, soit effectivement dans les clouds publics. Et donc, nous accompagnons ce dernier kilomètre pour effectivement aller chez vous, mettre à jour vos architectures, les refondre, et éventuellement les faire évoluer pour qu'elles puissent effectivement être hybrides ou rester on-premise dans le cas où stratégiquement vous devez avoir vos données au plus proche de vos utilisateurs. Je ne vais pas les rappeler, mais rapidement, effectivement, nos forces en tant que société ESN, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le spectre que nous couvrons. Nous couvrons effectivement de l'utilisateur et son device jusqu'au data center, quel que soit le data center. Ça peut être un data center qui est positionné dans vos salles informatiques, dans vos organisations ou vos entreprises, comme effectivement, je le disais tout à l'heure, chez les hyperscalers, ou alors effectivement dans nos data centers. Mais on va gérer la liaison de A à Z. Donc, il n'y a personne d'autre que nous qui produisons, qui avons la capacité effectivement de lier l'utilisateur à son data center. On reste une société à taille humaine, c'est une vraie volonté aujourd'hui, d'où effectivement les badges que vous avez vus tout à l'heure, Great Place to Work, les enquêtes aviso. On est aujourd'hui un acteur engagé. La RSE pour nous est quelque chose de très très important. Donc c'est quelque chose qui est important pour nous d'avoir également un rôle sociétal en tant que gestionnaire de données
et des données qui sont de plus en plus importantes à gérer suite aux différents événements que nous connaissons tous ces derniers mois au niveau de la résilience. Alors, le partenariat VMware, c'est un partenariat, comme je le disais tout à l'heure, qui date de 2008. Ce partenariat fait qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'être qualifiés parmi les 10 partenaires les plus importants en Europe pour cet éditeur. Donc cet éditeur nous accompagne non seulement sur l'évolution, le design, la construction de nos data centers, mais également donc pour la brique hébergement, mais également sur toute la partie intégration. Donc nous sommes agréés services professionnels, c'est-à-dire que nous redonnons le service au nom de VMware. Nous avons des gens chez nous qui sont qualifiés par les équipes de VMware pour, au nom de VMware, donner du service VMware sur l'ensemble du portfolio solutions de cet éditeur. Donc aussi bien sur les briques concernant le data center, les briques qui vont concerner justement l'hybridation à travers les clouds publics, tel qu'on va le voir ce matin avec AWS, mais également tout ce qui va être autour de l'environnement du poste de l'utilisateur, donc le Digital Workspace, et enfin la partie réseau qui est importante du coup pour mailler les deux. Donc nous sommes un des 5 partenaires ayant effectivement plus de 5 Master Service Competency. Donc ça prouve non seulement notre capacité à produire avec de la résilience au niveau des certifications et du nombre d'ingénieurs. Donc chaque Master Service Competency nous demande d'avoir un minimum 5 ingénieurs certifiés au plus haut niveau, c'est-à-dire ce qu'on appelle des VCAP. Donc c'est à peu près 5 à 6 semaines de formation chez VMware qu'ils doivent renouveler tous les 2 ans. Ensuite, nous avons 5 commerciaux minimum qui doivent être certifiés pour donner le bon discours et pas de discours erroné à l'ensemble de nos clients. Et enfin, nous devons garantir 3 références clients qui sont réactualisées du coup également tous les 2 ans. Et donc, ça démontre effectivement qu'on a du retour d'expérience vis-à-vis de chacune des solutions sur lesquelles nous portons ces fameuses Master Service Competency. Je passe sur ce slide, vous aurez la présentation de toute façon après effectivement le webinaire. C'est juste pour effectivement vous expliquer un petit peu la localisation effectivement de l'ensemble de nos agences par rapport au territoire national. Et nous allons continuer à couvrir le territoire national dans les prochains mois pour être encore plus maillé, encore plus proche de vous, nos clients. Alors maintenant, je vais en venir à la solution VMware Cloud on AWS. Alors il y a un premier constat à faire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on parle de modernisation des data centers, on parle de modernisation, de transformation digitale au sein du système d'information. De quoi on parle? On parle aujourd'hui de 3 sujets. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, on a tous effectivement des data centers on-premise avec des architectures qui sont physiquement dans nos usines, dans nos sièges administratifs ou sur des data centers de proximité. Avec effectivement du coup une variété d'applications, des applications qui ont récentes, mais aussi des applications qui ont 10 ans, 20 ans, et qui sont encore portées par ces architectures. La majorité aujourd'hui des clients que nous rencontrons utilisent effectivement une plateforme VMware. On a quelques clients qui utilisent encore Microsoft Hyper-V, mais 95% du marché aujourd'hui sont sur des stacks et des plateformes de virtualisation VMware. Aujourd'hui, il n'y a plus un client que nous rencontrons qui n'a pas déjà un pas dans le cloud, soit au travers d'une application, un Salesforce, une CRM, un Data Lake ou éventuellement Office 365. Donc, c'est la première porte d'entrée au cloud. Et donc, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont déjà effectivement multi-cloud avec effectivement un data center on-premise et de la consommation de ressources IT ou d'applications déjà dans le cloud. Et puis, on le voit de plus en plus, en tout cas en 2021, depuis 2021, c'est une réalité. Vous ne consommez jamais effectivement un seul cloud, vous en consommez plusieurs. Quand vous ouvrez Office 365, vous allez avoir des tenantes sur Microsoft Azure. Et puis, on voit maintenant régulièrement des tenantes Oracle, des tenantes chez un data center, par exemple, je citais tout à l'heure OVH, d'autres tenantes du coup sur des logiciels ou des solutions métiers. Et donc aujourd'hui, on commence à voir en fait une complexité à gérer effectivement tous ces différents environnements parce qu'il faut les sécuriser, parce qu'il faut pouvoir y accéder en tout temps, en tout lieu, avec de la résilience et surtout il faut de la performance.
Et tous ces enjeux-là font qu'aujourd'hui, on a quand même, vous, au niveau des services IT, une grande complexité en fait à maintenir toutes ces architectures. Et effectivement, on voit, c'est un virage qui a démarré il y a à peu près 5 ans. On voit un virage qui arrive en fait à aujourd'hui la consommation des applications se faisant de manière de plus en plus importante sur le cloud. On voit un grand nombre de clients migrer effectivement sur des clouds publics, donc les grands hyperscalers que je reciterai, donc Amazon, Azure, Google ou Alibaba. Et donc on vous voit en fait progressivement shifter, aller vers ces infrastructures-là dans ces clouds publics. Tout en ayant effectivement aussi, pour beaucoup d'entre vous, surtout dans les environnements industriels, des obligations d'aller mettre en place ce qu'on appelle des edges, en fait, donc des points de terminaison, essentiellement pour la partie objets connectés, IoT, et la remontée du coup de sondes pour certains métiers ou certains enjeux. Et là, effectivement, quand on a une multiplicité de sites distants, on peut comprendre effectivement l'intérêt du coup d'avoir une centralisation des applications dans un environnement de cloud public. Pour la simple et bonne raison, c'est que si je suis une entreprise à l'international avec effectivement des répartitions par pays très larges, par exemple une entreprise française qui a des positions aux États-Unis, mais aussi des positions en Asie, automatiquement, je vais créer de la latence sur mes environnements. Et comment, en fait, j'enlève cette latence-là pour, encore une fois, donner l'IT au plus proche de mes utilisateurs. Et là, effectivement, le cloud public prend tout son sens. Alors, effectivement, du coup, comme je vous le citais sur la première slide, aujourd'hui, finalement, l'enjeu, il est de passer du cloud chez vous ou de proximité à un environnement où je vais devoir gérer plusieurs types de cloud, quel que soit l'endroit en fait où il se trouve. Et effectivement, aujourd'hui, vous êtes confronté finalement à devoir faire finalement des services différenciés par type d'architecture positionnés dans chaque type de cloud. Vous savez que quand vous consommez de l'Azure, vous le consommez sur tel et tel service. Quand vous allez consommer effectivement de la AWS, vous allez le consommer sur tel et tel service. Et quand vous allez consommer éventuellement de la stack VMware, vous allez le consommer très souvent chez vous. Et donc aujourd'hui, pareil, hein, il y a une complexité à gérer tous ces environnements-là, à les faire évoluer, à les upgrader, à les patcher, à veiller à la sécurité de ces environnements pour donner la disponibilité à nos utilisateurs. Donc là, je ne vais pas traduire plus la slide, mais vraiment, voilà l'enjeu, c'est effectivement arriver à faire discuter tous les différents types de cloud, toutes les différentes architectures, comment on va pouvoir effectivement les gérer demain. Alors effectivement, quel serait l'idéal? L'idéal, ce serait une architecture qui nous permette finalement de bénéficier des avantages de chacune des architectures, qu'elles soient sur le cloud, chez vous ou effectivement en externe, donc de bénéficier en fait du meilleur de chacun, tout en ayant effectivement un contrôle, une vue globale, une administration globale avec un seul outil. Et la solution aujourd'hui qu'on va vous présenter, elle repose là-dessus. Elle repose en fait sur une stack qui va être une stack banalisée, quel que soit le type de cloud. Donc aujourd'hui, on est d'accord que dans le cloud privé, donc chez vous, plus de 95% du marché a une stack VMware. On est d'accord qu'aujourd'hui, vous êtes confronté de plus en plus à effectivement avoir des sites distants, voire effectivement des services distants à proposer à vos utilisateurs ou à vos clients en direct. On va appeler ça l'objet connecté. Donc, on a cette notion-là aussi à gérer. Et puis, on a du coup tous les clouds que je vous ai parlé dans les slides d'avant, donc AWS, Azure et les autres. Eh bien, en fait, l'idée de VMware, ça a été de se dire, positionnons-nous en fait en dessous de toutes ces briques et proposons une stack VMware sur chacun de ces types de clouds. Donc, que ce soit du Edge sur du site distant, comme effectivement des grands hyperscalers, proposons une architecture VMware pour que finalement, grâce à cette architecture, tous les différents types de cloud puissent être compatibles. Alors, ça se présente comme ça, du coup. On appelle ça la VMware Cloud Console. Donc, vous avez effectivement un accès à travers un navigateur web
On l'appelle la VMware Cloud Services. Et en fait, sur cette console, vous allez retrouver, donc c'est l'écran qui est sur ma gauche, vous allez retrouver effectivement l'ensemble des services que vous pouvez consommer dans le cloud, les services VMware que vous pouvez consommer. Et là, on va retrouver effectivement du vSphere, on va retrouver du Disaster Recovery, on va retrouver VMware Cloud on AWS, par exemple. Et vous avez donc du coup la console qui se trouve sur votre droite, qui est finalement la console où vous voyez hybride infrastructure. En fait, c'est une console qui va vous permettre de gérer votre architecture telle qu'elle est aujourd'hui, existante, interne, avec une architecture positionnée chez AWS, basée sur une stack VMware. Donc, le petit schéma que vous voyez en dessous, VMware Cloud on AWS Public Cloud, c'est en fait une stack matérielle qui est fournie par AWS, qui est managée par VMware, et sur lequel VMware vient rajouter son intelligence logicielle qu'on appelle la Cloud Foundation. Cette intelligence logicielle, elle se base sur différents produits, vSphere, vSAN, pour la partie stockage, NSX, et enfin un outil qui permet cette hybridation, on va le voir juste après, et cet outil s'appelle VMware HCX. Et bien évidemment, du coup, à partir du moment où on va pouvoir avoir la disponibilité de cette stack donc sur un environnement AWS, on va pouvoir du coup déplacer à chaud des machines virtuelles, des conteneurs de notre architecture vers l'architecture AWS qui se trouve dans le cloud public. Et inversement, on va pouvoir rapatrier aussi des machines virtuelles qu'on consomme dans le cloud public vers notre data center on-premise, par exemple, en cas de souhait de gouvernance, de souveraineté, ou tout simplement parce que vous vous fâchez peut-être avec les solutions AWS et vous voulez revenir en arrière. On va aller un peu plus dans le détail juste après. Alors effectivement, par rapport à ce que je vous présente, aujourd'hui, c'est une solution unique sur le marché. Il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui qui permet du coup de faire de l'hybridation sur une stack VMware à travers ces différents hyperscalers. Donc, cette solution, pourquoi on vous la propose? VMware a plusieurs types de solutions en fonction des différents hyperscalers, Google, Azure et les autres. Mais la VMware Cloud on AWS a été la première solution établie par VMware pour gérer cette hybridation. Et aujourd'hui, c'est celle qui compte le plus grand nombre de clients, le plus grand nombre de consommations de l'hybridation dans le monde. On le verra tout à l'heure, je vous donnerai le nombre de serveurs ESX qui sont utilisés sur ce type de solution, ainsi que le nombre de VM qui sont consommés au quotidien. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, vous avez deux géants mondiaux, l'un qui s'occupe en fait de la stack logicielle pour produire un data center, et l'autre, Amazon, qui a cette puissance d'avoir des data centers partout dans le monde, à des coûts très bas, avec un niveau de sécurité très élevé, et d'avoir surtout un portail de services applicatifs derrière très très important. La marketplace aujourd'hui AWS, c'est à peu près 300 types de workloads différents à vous proposer. Du stockage glacier pour faire son backup à froid, du data lake pour effectivement gérer ses données et amener de l'intelligence et du calcul pour effectivement vous aider dans vos processus métiers. Donc, vous avez effectivement différents types de solutions que vous allez retrouver chez cet hyperscaler, qui est d'ailleurs l'hyperscaler numéro 1 dans le monde en termes de consommation cloud. Donc, le géant du cloud public qui s'allie finalement avec le géant du data center. Donc, il faut juste effectivement, par rapport à ce que je disais avant, aujourd'hui, voilà, sur la carte du monde, l'ensemble des points d'implantation de la solution VMware Cloud sur les data centers AWS. Donc, les positionnements que vous voyez là, ce sont les positionnements des data centers physiques d'Amazon. Et effectivement, du coup, vous le voyez, on les a partout dans le monde. Et on le verra juste après. Donc, du coup, chaque implantation est présente à minima 3 fois sur une localisation. Donc, en gros, quand je regarde Europe, par exemple Paris, aujourd'hui sur Paris, Amazon a 3 data centers distants. Et donc, ce n'est pas une salle, mais 3 salles sur 3 positions, sur 3 géographies différentes pour assurer la résilience. Bien évidemment que Amazon a choisi effectivement
de construire et d'utiliser des data centers qui sont au niveau de criticité les plus importants, avec effectivement toute la normalisation qui va autour, les normes ISO, toutes les normes SOC, mais également toutes les normes que vous retrouvez ci-dessous, la PCI DSS, les normes par rapport à l'hébergement de données de santé. Voilà, vous allez vous retrouver en fait voilà, des certifications qui vous permettent de sécuriser en fait votre gouvernance au niveau des données. Alors du coup, effectivement, VMware Cloud on AWS a plusieurs types de fonctionnalités. On peut avoir effectivement l'utilisation de VMware on AWS, donc comme on le consomme as a service. Donc on a cette plateforme VMware sur du matériel fourni par AWS, mais qui est managé au global par VMware. Vous avez un interlocuteur unique qui est VMware, qui manage en fait cette architecture. Et derrière vous venez poser vos applications et gérer vos applications sur cette architecture qui est fournie comme un service. On le verra tout à l'heure, il y a une élasticité possible qui est assez importante et surtout un temps de réactivité pour provisionner ou décommissionner des environnements qui sont effectivement de l'ordre de quelques minutes ou quelques dizaines de minutes. On a un deuxième point, c'est qu'on bénéficie du coup sur ces stacks de la consistance et des technologies VMware. Donc l'avantage en fait de cette technologie, c'est que du coup, quand vous maîtrisez votre architecture VMware on-premise dans votre data center, vous allez retrouver la même console, vous allez retrouver un vCenter qui vous est proposé effectivement sur le VMware Cloud on AWS. Donc vos équipes sont déjà formées, vos équipes connaissent l'utilisation, elles savent gérer du coup le vCenter local, elles sauront gérer facilement, il n'y aura pas besoin de former vos équipes pour utiliser effectivement le VMware Cloud on AWS. L'autre point, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est cette capacité à porter les données, à porter les workloads, à porter éventuellement les conteneurs, puisque machines virtuelles ou conteneurs qui sont consommés sur du vSphere dans votre data center peuvent être exportés via un vMotion, tel que vous le faites en local, mais un vMotion entre les data centers, donc entre vous et AWS. Et donc dans les deux sens, bien évidemment. Enfin, l'avantage, on va le voir après dans le schéma que je vais vous présenter, vous avez cette capacité d'avoir accès directement au service AWS natif. Donc ça présente un intérêt, c'est plutôt que de vous connecter depuis chez vous en VPN aux applications ou aux services AWS via effectivement des liens VPN. Vous bénéficiez en fait d'avoir une architecture VMC on AWS dans les data centers AWS. Et donc, du coup, vos serveurs qui sont positionnés chez AWS vont être en connexion sur le même LAN que les services natifs d'AWS. Donc, vous allez gagner en performance et en consommation, effectivement, réseau. Enfin, le dernier point, c'est que du coup, vous pouvez, grâce à cette architecture, mêler le meilleur des deux mondes. Vos applications existantes qui ne peuvent être portées sur le cloud, eh ben, vous les gardez en local dans votre data center. Et les applications qui sont cloud natives, vous pouvez également les porter du coup directement sur le cloud. J'ai eu un petit souci a priori de perte de son, je m'en excuse. Les cas d'usage. Donc aujourd'hui, on a globalement effectivement à peu près 5 grands cas d'usage qui sont réellement utiles ou nécessaires pour pouvoir effectivement avoir un retour sur investissement pour VMware Cloud on AWS. Je vais vous les exposer. Donc, nous avons le premier cas d'usage qui effectivement, vous devez provisionner des nouvelles applications. Vos architectures aujourd'hui sont peut-être trop âgées, avec des versions qui sont trop anciennes et donc ne vous permettent pas du coup d'héberger des applications récentes ou de la containerisation. Là, vous avez un premier cas d'usage. C'est-à-dire que la stack qui vous est proposée sur AWS est une stack qui est complètement à jour. Donc, vous avez les dernières versions de produits de VMware et donc la pleine compatibilité, que ce soit au niveau des conteneurs ou au niveau des machines virtuelles. Le deuxième cas d'usage, c'est un cas d'usage où on va l'utiliser en fait, cette ressource,
pour des migrations cloud. Nous avons des clients, nous le verrons après, qui du coup aujourd'hui se posent la question de dire est-ce que mon data center, je dois le renouveler en propre tel qu'il est aujourd'hui en local, ou est-ce que effectivement je ne réfléchis pas à externaliser tout ou partie de ce data center, encore une fois pour faire de l'économie de coûts et d'être plus agile. Donc, il y a beaucoup de cas d'usage aujourd'hui. On a signé beaucoup de clients qui effectivement souhaitaient mettre à jour une salle ou deux salles. Et finalement, plutôt que de racheter la stack matérielle, de faire évoluer le data center, se sont dit, OK, on prend pied via la solution AWS dans le cloud. On a aussi des clients qui nous demandent de faire du data center extension. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir en fait utiliser le consommation on demand que nous proposent les clouds publics et de proposer donc du coup d'utiliser les capacités de ressources des grands cloud providers de manière très ponctuelle. Donc vraiment as a service à la semaine, à l'heure, à la minute, au mois, un peu comme on le veut en fait en courte durée mais du coup de permettre effectivement une extension. Ça, il y a beaucoup de clients qui sont dans le monde de la vente en ligne sur Internet, qui vont pouvoir utiliser par exemple ces ressources quand il y a des pics d'activité, par exemple pendant le Black Friday ou des périodes de soldes. Et puis les autres cas d'usage, on va les voir aussi après. Donc il y a le cas d'usage avec le Covid, on l'a tous vu, on a eu la nécessité de devoir mettre nos travailleurs en télétravail, donc il a fallu provisionner des ressources. Donc la plupart des clients ont acheté des machines, les ont installées et ensuite les ont données aux utilisateurs pour effectivement avoir un portable à la maison. Mais il y a d'autres sociétés qui ont dit, nous, on va utiliser la virtualisation de postes de travail. C'est-à-dire qu'effectivement, nos salariés ont déjà effectivement des ordinateurs chez eux. On va leur proposer en fait un environnement entreprise sur leur PC, mais un environnement totalement sécurisé puisqu'on y accède à travers une console web. Et effectivement, le VDI a subi vraiment une croissance exponentielle durant le Covid. Mais pour pouvoir faire du VDI, il faut du coup provisionner derrière des architectures de serveurs pour donner de la puissance par rapport à ça. Et grand nombre du coup de clients, on le voit au niveau des problématiques d'approvisionnement que nous avons aujourd'hui, choisissent du coup maintenant de privilégier l'approche VMware Cloud on AWS pour mettre les postes de travail virtuels sur ces stacks, puisqu'effectivement, on le verra tout à l'heure, on passe de la livraison d'une architecture complète en moins d'une journée à effectivement aujourd'hui, on le voit tous, quand je dois provisionner des nouveaux switches, des nouveaux serveurs, on a des délais qui vont de 2 mois à 6 mois et plus selon les marques. Et enfin, le dernier point, qui est effectivement un sujet qui nous concerne tous en ce moment, qui est d'actualité, avec toutes les cyberattaques, qui est effectivement le plan de reprise informatique, ce qu'on appelle le disaster recovery. Donc effectivement, on a cette capacité à pouvoir dire, je suis monosite aujourd'hui, j'ai besoin d'un second site. Et ce second site peut être effectivement une solution VMware Cloud en AWS, mais ça peut être aussi, j'ai 2 salles aujourd'hui, et finalement maintenir ces 2 salles alors que finalement il y en a une que je consomme quasiment jamais, ça me coûte. Donc pour optimiser mon ROI, je vais préférer effectivement l'utiliser à la demande et donc je vais aller effectivement sur la solution VMware Cloud en AWS. Alors comment ça se présente si on redescend un peu plus dans la technique? Comme je vous l'ai dit, l'idée c'est que VMware n'a rien inventé, AWS non plus. Vous avez sur la gauche, du coup, votre environnement traditionnel dans vos salles informatiques. Et donc là, vous les gérez de par vous-même, vous les faites gérer par un prestataire. Donc, vous les achetez, vous achetez votre matériel, vous achetez votre logiciel, ou vous le financez. Et puis derrière, il est installé, déployé. Et ensuite, il faut le mettre à jour. Il faut veiller à ce que les onduleurs, l'électricité, le lien réseau arrivent. Donc, avoir de la résilience en dehors de cette stack infrastructure. Et donc, voilà, vous avez l'environnement traditionnel. On retrouve finalement la même stack chez AWS. C'est-à-dire que chez AWS, on va avoir dans chaque data center des racks matériels avec des nœuds physiques, des ESX, qui du coup vont avoir une couche logicielle qui va être identique à la vôtre. Un vSphere, un vCenter. Mais en plus, ces nœuds effectivement sont basés sur la technologie d'hyperconvergence de VMware, donc vSAN, et derrière avec effectivement la couche de sécurité réseau qui est NSX pour faire de la microsegmentation. Et enfin,
cette capacité en plus, du coup, de pouvoir avoir les services Tanzu pour effectivement gérer des conteneurs Kubernetes sur ces architectures. Et là, vous le voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, sur cette approche VMware Cloud on AWS, ça repose sur les architectures AWS, et vous êtes du coup, en étant dans les data centers AWS, vous êtes en direct dans le LAN des services natifs proposés par AWS. Donc, vous pouvez aller consommer de l'EKS, du S3, du Lambda ou que sais-je, en tant que service, mais en direct. Pour information, on le verra tout à l'heure, mais le lien qu'il y a au niveau du LAN dans les salles AWS, vous êtes en 25 Go top of rack. Et enfin, on va avoir effectivement la capacité de pouvoir utiliser les consoles de supervision, de monitoring, d'optimisation d'architecture, toute la gamme vRealize ou Tanzu Mission Control sur tous les types de cloud, chez vous, sur AWS, et ça, du coup, avec un seul soft, une seule licence, qui va être une licence cloud, qui va pouvoir être installée soit dans le cloud public, soit dans votre cloud privé. Vous n'aurez pas à gérer de multiples licences en fonction du data center. Alors, si je fais effectivement une grille de responsabilité, finalement, où s'arrête le service VMware et où commence finalement la responsabilité du client? Alors, on va le voir au niveau des trois métiers les plus importants pour gérer un système d'information. On le sait, hein, on a le déploiement, pardon, en premier lieu, donc qui gère le déploiement de la stack. Ensuite, on a effectivement la gestion de vie de l'architecture, le patching, les mises à jour, la remédiation. Et ensuite, on a les configurations, puisqu'effectivement, derrière, on va, au fur et à mesure qu'on va provisionner, il va falloir effectivement aussi mettre à jour l'environnement, éventuellement ajouter des nouveaux nœuds, modifier du réseau parce qu'on ajoute des nœuds, augmenter le nombre de VM, et donc qui s'occupe de tout ça? Donc en vert, c'est toute la responsabilité de VMware, en bleu, c'est votre responsabilité. Donc on le voit, hein, aujourd'hui, quand vous allez déployer l'architecture, en fait, VMware va jusqu'à déployer en fait l'ensemble de la stack VMware. Il ne vous reste, vous, en gestion, que la gestion des VM Linux, des VM Windows ou des conteneurs à mettre en œuvre. Ça, c'est de votre responsabilité. La partie applicative, c'est votre responsabilité. Si vous appelez au support VMware, on ne vous aidera pas sur la gestion de vos applications métiers. Et enfin, pareil pour vos machines virtuelles, c'est de votre responsabilité de les sauvegarder, d'avoir un site de disaster recovery également. Et on le verra tout à l'heure, du coup, dans les différents types d'architectures proposées, on peut avoir de la redondance jusqu'à 3 data centers au niveau de nos données. Le point important, on a un exemple assez intéressant chez un de nos clients, là, c'est on a tous connu la faille Log4j il y a quelques temps. Et la faille Log4j, pour grand nombre de nos clients, elle a mis du temps à être patchée. Tout simplement parce qu'à un moment donné, il faut arrêter les serveurs, arrêter les applications, demander aux utilisateurs de sortir. Bref, on n'a pas forcément l'architecture ultra redondée pour nous permettre de rapidement faire ces mises à jour. Puis après, il faut le temps aux nos équipes de pouvoir la faire. Et on a vu des clients qui ont mis 3-4 semaines pour faire une mise à jour de leur environnement au total, au complet, sur Log4j. Pour information, la stack VMware Cloud AWS, pour les clients qui étaient dessus, ça a pris moins d'1 heure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu l'annonce effectivement de la faille de sécurité Log4j, 1 heure après, l'ensemble des clients mondiaux utilisant la solution VMware Cloud on AWS avait été patché. Et ça, du coup, sans aucune intervention de vous, clients, et de manière totalement transparente, sans coupure. Pour la simple raison, c'est qu'ils peuvent provisionner justement, eux, des hôtes supplémentaires à la volée et dans des temps très courts. Et donc, ça permet du coup de pouvoir faire effectivement les montées de version de manière sécurisée sans interrompre le service à l'utilisateur. Alors effectivement, là, je vous détaille rapidement, donc de nouveau, finalement, de quoi se compose la stack. Donc, quand vous achetez en fait une solution VMware Cloud on AWS, vous achetez donc du matériel AWS. Donc, c'est des nœuds qui sont fournis par AWS, donc ce qu'on appelle les instances EC2. Ensuite, vous avez la stack VMware, ce qu'ils appellent la stack SDDC, qui est composée donc de vSphere, vSAN pour le stockage, NSXT pour la partie réseau, et enfin un vCenter. Ce vCenter, du coup, peut être lié au vôtre pour pouvoir avoir une console unique chez vous et gérer l'ensemble de vos vCenters à travers une seule console. Et enfin, le produit HCX dont je parlais tout à l'heure, qui est la solution qui permet justement
de faciliter la migration dans un sens comme dans l'autre entre les architectures. C'est un super vMotion, en gros. Et enfin, donc du coup, les stacks de support. Donc aujourd'hui, vous avez un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, avec des gens qui sont des gens de VMware, des gens qui sont directement, qui ne sont pas des bots, donc des gens en direct. Donc même quand vous chattez, en fait, la personne qui est derrière, c'est une personne physique, c'est pas un bot. Et ça, donc du coup, 24 heures sur 24. Enfin, du coup, vous avez ce que je disais tout à l'heure, un service de mise à jour automatisé, automatique. Donc toutes les montées de version de vSphere, de vSAN, de NSX sont pris en charge par les équipes de VMware en direct. Vous n'avez plus à vous en préoccuper. Et donc, les services de disponibilité qui sont liés à ce management sont à deux niveaux en fonction de l'architecture. Si vous choisissez une architecture monolithique, c'est-à-dire dans une seule salle avec effectivement plusieurs nœuds, on sera à 99.9 en termes de SLA. Si vous décidez de monter ce qu'on appelle un stretch cluster, donc un positionnement de machines sur plusieurs data centers avec une écriture en Y, donc qu'on appelle les stretch clusters, les métro clusters, enfin la réplication synchrone, vous êtes à 99,99%. Je rappelle, ça veut dire 4 heures d'interruption maximum de service par an. Et la consommation, du coup, elle se fait soit via la souscription d'1 an de la solution, soit de 3 ans, avec soit effectivement un paiement immédiat ou un paiement mensualisé, ou alors effectivement en on-demand, c'est-à-dire que vous pouvez consommer ce type d'architecture à l'heure, et donc vous pouvez vraiment avoir une grande typologie de scénarii à proposer pour pouvoir effectivement assurer la disponibilité de vos environnements. Et enfin, du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que l'environnement commence à 3 nœuds. Donc, il faut 3 nœuds minimum pour pouvoir effectivement démarrer ce service chez AWS. Donc, 3 nœuds physiques, 3 ESX. Alors voilà effectivement en résumé comment se présente l'architecture technique. Donc effectivement aujourd'hui on le voit, hein, le VMware Cloud donc, utilise vSphere, NSX, vSAN HX dans les dernières versions. Alors ce slide commence à dater un petit peu parce que là on a des versions déjà qui sont nouvelles, hein. NSXT on est en 3.4. La 4, qui a été annoncée au VM Explore en août n'est pas encore mis à jour parce que VMware attend d'avoir un petit peu de recul avant de mettre les data centers à jour sur cette solution. Donc comment ça se présente, comme je le disais tout à l'heure? Alors qu'est-ce qu'une AZ? Comme je vous l'ai dit, quand Amazon s'implante dans un pays, Amazon en fait ne s'implante pas sur un seul data center dans le pays. Donc il va à minimum avoir, ça c'est dans leur guideline, dans leurs prérequis, va avoir un minimum 3 salles dans 3 data centers différents. Et donc une salle dans un data center chez Amazon, ça s'appelle une AZ. Cette AZ du coup, on le voit là dans le schéma, vous avez l'AZ1 donc qui représente une salle numéro 1 avec un data center qui est géolocalisé dans tel point de présence. Vous avez un deuxième data center en AZ2 et un troisième data center en AZ3. On a différents types de configurations possibles de nos nœuds. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les nœuds commencent à partir de 3 nœuds minimum. Il y a une solution de 2 nœuds, mais qui n'est pas supportée. C'est-à-dire que vous pouvez faire du test, de la pré-prod, mais vous ne pouvez pas mettre en production ce nœud par souci en fait, de disponibilité de ces nœuds. Donc c'est minimum du 3 nœuds. Et effectivement, ces 3 nœuds, vous allez effectivement pouvoir les éclater un petit peu comme vous le souhaitez en fonction du scénario. Donc soit vous décidez de les mettre en stretch sur 2 salles, soit monosalle dans une seule AZ, soit effectivement les splitter sur plusieurs salles en fonction de la taille et de la croissance que vous allez avoir. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on est en capacité de provisionner par vCenter, par cluster, on peut aller jusqu'à 16 nœuds. Donc, on démarre à 3 nœuds, on peut aller jusqu'à 16 nœuds par cluster. Par console Software Defined Data Center, donc la console, la super console vCenter, on peut gérer jusqu'à 20 clusters de 16 nœuds. Et donc aujourd'hui, effectivement, quand je vous disais effectivement qu'il y avait un intérêt dans la réactivité, dans le provisioning par rapport à ce que nous connaissons dans l'environnement traditionnel, aujourd'hui, quand vous avez 3 nœuds, entre le moment où vous signez le bon de commande et l'approvisionnement de l'architecture,
c'est 90 minutes en moyenne, à partir du moment où le bon de commande a été validé, pour mettre à disposition du client cette stack. 90 minutes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, par rapport aux problèmes d'approvisionnement que nous connaissons, il n'y a pas mieux, très clairement, parce qu'aujourd'hui, on est à plusieurs semaines, plusieurs mois, voire maintenant quasiment un an quand on veut mettre en place une stack, par exemple, de switch. Et enfin, quand vous ajoutez un nœud, aujourd'hui, le temps moyen d'ajout d'un nœud, c'est 12 minutes. Ces temps qu'on vous donne, ce n'est pas des temps qui ont été inventés ou des temps marketing, c'est un temps moyen qui est donné en fait via le portail, qui est accessible en fait au grand public, à tous, et c'est des statistiques qui sont liées en fait au nombre d'utilisateurs de ce service chez AWS. Et effectivement, vous le voyez en bas de cette slide, aujourd'hui, il y a 12 000 nœuds physiques en production à travers le monde sur ce type d'architecture de VMware Cloud on AWS. Et ces 12 000 nœuds pilotent plus de 240 000 VM. Donc, c'est une solution qui est sortie maintenant il y a plus de 4 ans. Donc, c'est une solution sur laquelle nous avons du recul en termes de migration, du recul en termes de gestion, du recul en termes de retour sur investissement. Donc, n'hésitez pas effectivement à aller plus loin avec nos équipes pour qu'on puisse effectivement vous expliquer l'intérêt et l'avantage économique ou technique de cette solution. Alors, je vais finir du coup par les cas d'usage. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de ces fameux différents types d'usages. Je vais vous les mettre en œuvre pour vous expliquer effectivement sur des cas concrets l'intérêt de ces cas d'usage. Par exemple, la Data Center Extension. Donc, effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est souvent des clients qui ont un besoin ponctuel d'avoir une architecture provisionnée parce qu'il y a des pics de performance qui sont nécessaires pour des besoins ponctuels dans l'année. Ça peut être des périodes de closing de trimestre, ça peut être des périodes de solde quand je fais de la vente en ligne, ça peut être des périodes de consolidation pour des grands groupes qui ont besoin effectivement à un moment donné de lancer des états mensuels pour faire de l'analytique. Et donc là, on a besoin de puissance de calcul ou de puissance de stockage. Et donc, je vais faire appel à cette solution pour pouvoir étendre mon data center. Donc, comment ça va marcher en fait, cette extension? Et c'est là où on a un petit peu de magie, c'est qu'effectivement, l'avantage d'avoir une stack VMware des deux côtés, chez vous et sur AWS, à travers cette même stack logicielle VMware, ça va nous permettre d'aller au-delà en fait du simple VPN. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, quand vous allez vouloir aller consommer des services natifs AWS, vous allez créer en fait un lien VPN pour consommer la ressource chez AWS. Là, vous pouvez toujours le faire. Donc, vous pouvez toujours faire un VPN avec du niveau 3. Mais l'avantage, c'est qu'avec l'outil fourni par VMware qui s'appelle HCX, on va pouvoir en fait monter un lien direct entre les deux salles. Et du coup, on va pouvoir étendre le data center puisque le plan d'adressage IP va être le même. On va faire comme si on était dans une seule salle, puisque nous utilisons finalement la même architecture logicielle. Donc, on n'a pas d'interruption, on n'a pas de coupure, et on a virtualisé le stockage, le réseau, le compute. Donc, en fait, tout est virtuel. Je n'ai plus d'incompatibilité physique puisque je présente logiciellement les mêmes environnements de part et d'autre. Ça va présenter du coup l'avantage de ne pas avoir à modifier ou en cas de PRA, en cas de réplication ou autre, les différentes adresses IP des machines. Donc on va garder les mêmes plans d'adressage. Et donc c'est juste génial puisque ça permet effectivement d'avoir son plan IP chez Amazon, quel que soit l'endroit où ça se trouve dans le monde. L'avantage du coup d'avoir ça, c'est que je vais pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, réellement aller dans les deux sens. Donc j'ai cette interconnexion qui va se créer et on a des clients qui adoptent du coup une connexion qui s'appelle la Direct Connect, qui est en fait une connexion qui est fournie par Amazon pour aller en fait relier votre data center. Donc là, il n'y a plus de VPN, il y a un lien qui passe par de la fibre et qui est géré, opéré par effectivement AWS et qui va effectivement rattacher vos architectures. Donc, que ce soit en mode VPN ou en mode lien direct connect, j'utilise HCX pour pouvoir avoir le même plan d'adressage réseau. Et donc, ça, c'est la fonctionnalité. HCX repose essentiellement sur le produit NSXT. Bien évidemment, tous ces liens sont ultra sécurisés. Donc, on a du cryptage AES 256 bits.
avec de l'encryption. Là, c'est un autre schéma, mais qui résume déjà le premier que je vous ai présenté. Hein. En fait, on reste sur les mêmes stacks, donc le data center on-premise, le cloud en AWS. Soit je me connecte en VPN avec la fonctionnalité HCX, soit j'ai du direct connect toujours avec HCX. Et donc derrière, ce que je disais tout à l'heure, c'est une fois que j'ai ça, je peux effectivement adresser en direct, donc à travers effectivement le routage sur le LAN Amazon, toutes les fonctionnalités, tous les services Amazon. Donc là, vous en voyez quelques-uns, EC2, RDS, ELB, EFS. Là, je vais pouvoir les adresser avec de la connectivité en 25 Go de data center à data center. Donc ça va également du coup augmenter ma performance sur la consommation de services AWS par rapport à une consommation traditionnelle où je n'ai pas cette stack au milieu VMware. Le deuxième cas d'usage, du coup, c'est le data center extension, mais comme je le disais tout à l'heure, dans un cadre, par exemple, où je dois mettre en place du télétravail ou de la virtualisation de postes de travail. Donc là, pareil, hein, je vais utiliser finalement la ressource qui m'est proposée par AWS pour provisionner des architectures VDI dans le data center. Ça me permet, par exemple, de jouer des scénarios de disaster protection. On a de plus en plus de sociétés qui nous disent demain, si mon data center principal il brûle, je vais donc avoir d'autres soucis, c'est-à-dire que si le data center brûle, c'est-à-dire qu'une partie du bâtiment a brûlé, c'est-à-dire que potentiellement mes utilisateurs ne peuvent plus revenir dans le bâtiment. Donc ça veut dire que je vais devoir utiliser une architecture à distance. Et là, donc du coup, l'EDR, on le fait avec un data center externalisé chez AWS, plus du coup la virtualisation de poste de travail pour fournir en fait immédiatement et le plus rapidement possible un poste de travail virtuel à mon utilisateur. Donc je ne vais pas avoir besoin de racheter des portables ou des PC fixes et mettre à disposition de mes utilisateurs. Je vais simplement leur dire utilisez votre ordinateur personnel et moi je vais vous monter dans cet ordinateur à distance une fenêtre en VDI qui va vous permettre d'avoir les ressources Windows et toutes les applications portées par l'entreprise. Quand vous fermerez le lien, en fin de journée, vous pourrez réutiliser votre ordinateur personnel. Et là, sans configuration, bien évidemment, parce que là, on est sur de la virtualisation de postes de travail. Alors, comment marche le provisionnement dans une solution justement d'extension de data center? Comme je le disais tout à l'heure, donc du coup, on peut ajouter un nœud. Ça prend 12 minutes en moyenne, l'ajout d'un nœud chez AWS. Une fois qu'on a ajouté le nœud, en fait, on va avoir la configuration réseau qui va remonter automatiquement. Donc VMware va gérer, les équipes VMware vont gérer toute la notion de management du réseau, du stockage, la partie vMotion pour répartir la charge dans le cluster. Ça, c'est fait de manière automatique. Vous ne vous en préoccupez pas quand vous allez ajouter un nœud. Et donc, vous allez avoir après, la dernière étape, ça va être effectivement l'accroissement de la capacité de stockage par l'ajout du nœud supplémentaire. Ça, l'avantage de cette solution, c'est qu'elle est faite donc en direct, il n'y a rien qui a à produire par vos équipes. Vous vous occupez simplement d'ajouter un nœud et derrière, tout va se faire de manière automatisée. L'avantage que ça présente du coup, c'est que la répartition, la mise à jour, la version, est-ce que mon cluster est à jour avec le nouveau cluster, vous ne vous en préoccupez pas, c'est automatique. C'est un vrai avantage, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de clients qui sont dans la difficulté quand ils doivent rajouter effectivement une extension de serveur pour de la RAM, du CPU ou du stockage, parce que bien souvent, les générations de serveurs ont changé, et puis du coup, là, on n'est pas ISO au niveau du firmware, on n'a pas la même génération de serveurs, donc on a des processeurs différents. Là, VMware, encore une fois, s'occupe de gérer la pleine compatibilité, les mêmes processeurs, les mêmes CPU. Il y a des configurations qui sont figées pour pouvoir être évolutives sur la durée de l'engagement avec eux. À l'inverse, du coup, typiquement, comment marche si jamais j'ai un problème sur un des nœuds. Donc, comme dans notre monde réel, hein, si dans votre data center, vous avez un ESX qui a plus d'alimentation, qui a une perte de sa carte mère qui est défaillante ou autre, on perd le nœud. Donc là, ça marche pareil. Hein, vous avez un serveur physique, donc le serveur s'arrête. Automatiquement, en fait, le nœud est provisionné par la plateforme. C'est-à-dire que dans moins de 10 minutes, vous avez un provisionnement en fait automatique qui est fait. La plateforme détecte qu'il y a un nœud défaillant, elle en provisionne un autre qui se trouve dans la même salle
de manière automatique pour toujours assurer le même niveau de résilience. Et elle reconstruit de manière automatique, donc elle provisionne le nouveau nœud et elle reconstruit en fait la donnée pour effectivement rééquilibrer correctement le cluster. Ça, totalement transparent, pareil. Donc vos équipes n'ont plus à gérer les problèmes matériels au sein du data center. Les problèmes matériels sont gérés directement par les équipes VMware dans les data centers Amazon. Et toujours avec les SLA que je vous ai donnés tout à l'heure. La partie élastique, donc comment je déploie automatiquement les ressources, et ben en fait pareil, les consoles, les outils utilisés par VMware vont permettre du coup de faire la répartition de charges en fonction de l'ajout de nœuds ou de la suppression de nœuds. Et donc la répartition de charges se fait encore une fois de manière totalement automatisée, et ça c'est grâce à la pile logicielle fournie par VMware, vSphere, vSAN, NSX, donc toute la partie CPU, mémoire, stockage et réseau. Le scénario sur le DR. Alors, aujourd'hui, effectivement, on se pose la question de comment je vais externaliser mes données, comment je vais secourir mon informatique, comment je repars en cas de corruption, en cas d'attaque. Donc aujourd'hui, effectivement, on a un service qui s'appelle le Disaster Recovery. C'est une solution en fait VMware qui est couplée en fait à VMware Cloud AWS et qui permet du coup d'activer de manière automatisée des schémas de plan de reprise d'activité sur l'environnement VMware Cloud AWS. Donc en fait, je vais charger des scénarios, je vais expliquer voilà les VM qui sont à risque, voilà les VM qui sont moins risqués, donc je vais donner une criticité à mes VM, et en fait on va monter un plan de reprise d'activité qui sera automatisé le jour où il y aura une coupure dans mon data center de production. On peut le faire entre votre data center et un data center AWS, on peut le faire entre data center AWS, et on peut aussi utiliser ce produit entre différents data centers. Je m'explique, si vous avez une stack VMware Cloud on AWS, donc chez AWS, et une stack Azure VMware Solutions, donc qui est cette même stack mais provisionnée chez Microsoft, vous pouvez effectivement jouer le DR entre les deux data centers, celui d'AWS et celui de Microsoft, sans passer par des outils de réplication tiers comme du Vim ou du Commvault ou d'autres solutions que nous connaissons. Donc l'avantage, encore une fois, c'est que c'est un produit qui est géré par VMware, qui est supervisé par VMware. Vous avez un service manager fourni par VMware et vous pouvez donc du coup constamment checker tous les jours en temps réel vos plans de réplication et votre plan de recouvrement informatique, le cas échéant. L'avantage, encore une fois, c'est que vous utilisez ce que vous consommez, donc vous n'avez pas besoin de surprovisionner des architectures ou pas besoin de faire du 1 pour 1, mais du coup avoir une consommation faible, un tenant ouvert. Il faut juste avoir un tenant ouvert, et quand vous avez un tenant ouvert, d'ailleurs comme l'ajout de nœuds se fait de manière assez rapide, on l'a vu, 12 minutes, en cas de crash, vous pouvez acheter plusieurs nœuds si vous avez besoin de provisionner l'intégralité de votre data center. J'ai plusieurs exemples du coup de clients qu'on a aidés en fait dans ces projets-là. Ça c'est une société de travail temporaire qui a 4000 salariés, qui a utilisé effectivement ce sujet. Donc le client avait déjà une ferme et 2 data centers présents. Il voulait en fait renouveler les 2 data centers et effectivement ils se sont posé la question faire du 1 pour 1, c'est quoi le coût aujourd'hui si j'ai un data center que je garde en propre et un data center que j'évacue vers le cloud public. Bon, très clairement, il y avait 45% de delta, c'est-à-dire qu'ils ont fait une économie de 45%, ils ont augmenté la disponibilité sur le data center de secours, donc ils ont choisi effectivement une solution portée sur 6 nœuds à travers cette solution VMware Cloud on AWS, et ils ont aujourd'hui un peu plus de 40 nœuds sur leur data center primaire, donc demain, ils peuvent basculer déjà sur les 6 premiers nœuds et ensuite ajouter dans la même journée tous les nœuds qui leur manqueraient pour aller effectivement à la même consommation de ce qu'ils consomment en production. Ce cas client numéro 2, c'est un cas client, alors je peux pas, je suis désolé, on ne peut pas citer les clients
sur les plaquettes. Hein, on n'a pas l'autorisation de ses clients, mais par contre, ces clients se tiennent à votre disposition si vous souhaitez échanger avec eux. Là, c'est un client qui a été migré par Exanet. C'est un client qui est dans l'automobile en termes de secteur et qui est basé en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce client-là, en fait, avait 2 data centers, un en France, un en Allemagne. Et en fait, il y a 5 ans, il a décidé de refondre. Ça lui coûtait. Le positionnement des 2 data centers faisait qu'il devait avoir une équipe présente en local en Allemagne, une équipe en France. Les montées de version étaient périlleuses parce qu'à chaque fois, il fallait voir quel data center on montait en premier. Est-ce qu'on n'avait pas eu de problématique dans les montées de version? Bref, c'était ce qu'on connaît souvent, c'était d'une complexité importante. Et le client a décidé de faire ce qu'on appelle un lift and shift, c'est-à-dire qu'il a évacué tous les data centers physiques existants vers effectivement le cloud public. Donc il a tout migré vers VMware Cloud on AWS. Donc il a migré ses environnements de production, à peu près 300 VM, et les environnements hors production, qui étaient aussi de 300 VM à peu près, toutes les machines de test dev essentiellement. Et donc on a monté une architecture positionnée sur 2 pays, qui est composée de 16 nœuds qui sont éclatés, hein, répartis en stretch cluster. Et sur ces 16 nœuds, on a un cluster qui est lié à la prod et un cluster qui est lié à tout ce qui est le test dev. Et donc, le cluster production, il est en stretch. Le cluster qui est hors production, il est monosale avec 2 environnements. Et donc, on est plus sur un PRA que sur du PCA stretch cluster. Le retour d'expérience, ça fait 3 ans que ce client a migré. Il voulait au départ migrer en natif sur AWS. Il a fait une étude par rapport au nombre de VM. C'était à peu près 2 à 3 000 jours hommes, donc un coût humain important, un coût d'accompagnement important pour pouvoir migrer ces environnements. Le projet a été réalisé en 60 jours. On a migré effectivement l'ensemble de ces VM en 60 jours versus 2000 jours. Donc, vous voyez déjà le gain à ce niveau-là, au niveau de la migration. Et enfin, derrière, effectivement, aujourd'hui, il est à peu près à 30% d'économie entre ce que lui coûtaient ces anciens data centers tels qu'il les avait conceptualisés et les data centers provisionnés sur AWS. Le dernier cas, et je vais m'arrêter puisqu'on va dépasser le temps, donc je m'en excuse, c'est le cas du disaster recovery, pareil, avec une grosse société de conseil informatique qui est basée en France, qui est présente à travers le monde et qui a conçu en fait son disaster recovery sur les VM les plus critiques, donc sur son ensemble de 10-15 000 VM, il y a à peu près 10 000 VM qu'il considère comme très critiques et qui doivent redémarrer le plus rapidement possible. On utilise la solution que je vous ai présentée juste avant, qui s'appelle du coup VMware Cloud Disaster Recovery, qui utilise une solution d'automatisation du PRA et également du coup la stack VMware Cloud on AWS. Et là, du coup, c'est un environnement pour l'instant qui est de 1000 VM avec 150 Tera de stockage et il est amené à doubler puisqu'effectivement, on va avoir une deuxième vague de 2000 VM supplémentaires à secourir pour monter à 3000 VM et à peu près 500 Tera de stockage. Je finirai en fait par comment on travaille chez Exanet dans des sujets comme ceci. Quand vous avez un projet justement, on a vu les différents cas d'usage, de VDI, d'extension de data center, de refonte, de refresh de data center ou de disaster recovery, on va systématiquement avoir cette approche en 3 parties. Une partie de planification, une de réalisation, une d'évolution. Dans ces parties-là, il est important qu'on échange ensemble sur quelle est votre stratégie, là où l'entreprise veut aller, quels sont vos enjeux, quels sont vos défis, pour que derrière nos architectes puissent concevoir une architecture qui est optimale pour répondre à vos besoins. On va bien évidemment designer la solution et vous la proposer. On fera un pilote technique, c'est-à-dire qu'on va vous mettre en place, on va vous provisionner un environnement de test pour vous permettre déjà effectivement de valider que l'architecture qui est designée vous correspond et va vous amener de l'optimisation et de la performance. Et enfin, on vous accompagne sur tous les chapitres du coup de l'implémentation jusqu'à la partie analyse, évolution de l'architecture et éventuellement le monitoring. Et après, c'est vous qui décidez, soit effectivement d'avoir un accompagnement global, soit d'avoir un accompagnement partiel, puisque potentiellement vos équipes peuvent gérer telle ou telle partie, mais on est toujours dans la co-construction avec nos clients. Et effectivement, pour aller en finalité de comment on aborde un projet effectivement d'externalisation de son SI, on part toujours en fait de la feuille qui part des applications finalement.
Donc on liste en fait ensemble avec vos équipes toutes les applications que vous consommez et que vous utilisez. Et en fait, pour chaque application, on va avoir un processus d'analyse qui va être hyper simple. Est-ce que l'application, elle va être conservée ou pas dans le cadre de la migration? Si elle doit être conservée, est-ce que cette application a la capacité d'être portée dans un cloud public? Donc, on vérifie effectivement la version, l'OS, tous ces environnements-là. Et en fonction, on va pouvoir effectivement définir le meilleur endroit pour cette application. Et des fois, effectivement, le meilleur endroit, c'est au plus près de l'utilisateur, donc dans vos salles informatiques, dans vos data centers en local. Et puis pour d'autres applications, en fait, le cloud ne se pose même plus puisque vous avez de telles économies, vous avez de la performance et de la résilience qui est proposée par le cloud public, où effectivement, il y a un vrai avantage à migrer son application directement sur le cloud public. Donc, on fait ce travail ensemble avec vos équipes. Ça permet quoi? Ça permet donc, du coup, vous l'aurez compris par rapport à ce que je vous ai expliqué, notre expérience, notre retour par rapport aux différents déploiements. Aujourd'hui, on a à peu près 80 déploiements qui ont été faits sur cette solution. On a cette capacité de pouvoir vous assister de A à Z, dans le design, dans la conception, dans l'étude de ROI pour la partie finance, mais également, du coup, sur cette notion de gain de temps dans la migration pour porter vos VM de votre environnement actuel vers éventuellement un environnement hybride. Donc, nous, on est là pour vous aider à dérisquer, à réduire le risque, à augmenter la qualité de livraison du projet sur vos utilisateurs et d'accélérer du coup vos bénéfices. Voilà, je tiens à vous remercier pour votre disponibilité et votre temps. Je vous rappelle que cette présentation vous sera envoyée du coup suite à ce séminaire. Et puis, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à contacter votre commercial. On se fera un grand plaisir de pouvoir vous accompagner et de vous aider sur l'ensemble de vos projets. Merci à toutes et tous. Passez une très très bonne journée. Au revoir. Merci.